Antoine Bertrand, bonjour, bienvenue à Fan d'Histoire. Quand on est ami avec Laurent, on se sent pas niaiseux. On apprend sans se sentir inadéquat, des fois un peu quand même. Antoine Bertrand, bonjour, bienvenue à Fan d'Histoire. La première fois que je t'ai rencontré, t'étais en complet, cravate, veste, pantalon et t'avais des chaussettes blanches et t'avais des tongs. Le mélange était quand même assez singulier. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. J'avais pas des. C'est impossible que j'avais des tongs. J'avais peut-être un tong, mais j'avais des. Ça se peut que j'aille des sandales. Ouais. Des sandales, oui. Puis Non, je t'avais fait un commentaire, puis je m'étais senti super mal que ma première interaction était de critiquer ton style vestimentaire, alors qu'il était quand même plus qu'au niveau avec ton complet et tes cravates. Ça a été la première de nombreuses critiques venant de ta part. Ça se peut très bien si on était dans un... Je pense pas qu'on était dans un événement. Si on est dans un événement, là, je complète toujours avec le soulier approprié, mais il faut savoir que moi, j'ai mal aux pieds. Probablement dû au fait que que je suis assez poids lourd. Donc, ça se peut que des fois, entre amis ou si tu me pognes dans une fin de journée, j'ai pas eu le temps de me changer. Mais la babouche rentre assez vite dans ma vie, ouais. Antoine, la raison pour laquelle tu es ici, c'est pour parler justement, non pas seulement de ton style vestimentaire, mais de ton amour ou de ton désamour pour la mode masculine. Puis j'ai su qu'au secondaire, tu avais un surnom où on t'appelait le constable. Pourquoi? Ouais, constable Bertrand, parce il y avait un surveillant qui était une ancienne police là, au collège où j'allais, qui s'appelait Jean-Yves Faneuf. Et puis au secondaire, moi tu sais, on allait dans un collège privé, il n'y avait pas d'uniforme, mais c'était quand même un peu strict. Puis moi, j'aimais ça, mettre des petites vestes pas de manches avec une petite cravate, puis tout ça. Fait que le surveillant m'appelait toujours constable quand il me voyait parce qu'il trouvait que je faisais penser à un enquêteur de police parce que j'aimais ça bien m'habiller. Puis après ça, ben, après le secondaire, j'ai laissé ça aller longtemps. J'ai eu une période très redneck, là, fait que les chemises Big Bill, les grosses boucles de ceinture, les bottes de cowboy, puis ça correspondait aussi avec ma sortie de l'école de théâtre, puis mon début de carrière, où là, j'avais vraiment besoin d'affirmer que je venais de la campagne. C'était important pour moi qu'on ne me méprenne pas avec un bourge, avec un petit bourge de la ville, tu sais, fait que j'y allais haut et fort dans le redneck. Puis quand on voit des entrevues, on dirait, je pense que j'avais 3 chemises, tu sais. Fait que, puis c'est une rotation de ces 3 chemises-là. Puis aussi le fait que, pour en venir à notre thème, la mode masculine, tu sais, quand t'es un poids lourd, c'est quelque chose que t'as pas vraiment accès. T'as accès là-dedans dans les accessoires, les montres, les ci, les ça, les cravates, les nœuds papillons, mais dans le linge comme tel, c'est comme s'ils s'étaient dit, ils sont gros, ils se mettront une poche de jute avec une corde à belle autour, puis c'est bien en masse pour eux autres. C'est pas comme si de toute façon ils allaient coucher avec des filles, fait que le linge, on fait ça pour les slims, tu sais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis, je voulais qu'on sache que je viens de la campagne. Puis tu vois très bien, en fait, on sent dans ce que tu dis que le vêtement envoie un message social très fort. Tu sais, Ben ouais, tu t'habilles à l'extérieur comme tu veux qu'on te perçoive et comme tu te perçois à l'intérieur. Puis toute l'histoire du vêtement, en fait, c'est ça. C'est le code que tu envoies et qui est compris par la société. Quand tu arrives débraillé, ordinaire, ben c'est un peu la manière dont les gens vont te percevoir. C'est ce qu'on appelle la transparence sociale, c'est-à-dire le regard entre ce que tu vois et ce que tu es à l'intérieur. Puis ce code-là, visiblement, tu l'as très, très bien compris, mais tu as dit que tu peux te concentrer sur les accessoires. Y a-t-il des accessoires, toi, que tu aimes particulièrement dans la mode masculine puis que, justement, tu mets de l'avant dans ton style? Tu fais-tu le freeze frame, là, ou... Ouais, je voulais voir si c'était crédible. J'aurais dû y aller plus dans une pause un peu plus.
ben, un accessoire, moi, je trouve c'est drôle parce que j'ai eu une période montre, tu Ouais. sais, des grosses montres, puis tout ça, tu sais, un peu comme tout le monde. Puis à un moment donné, j'ai tout arrêté ça parce que je trouvais que ça faisait très douchebag, tu sais. Donc, ce qui est en lien avec ce que tu dis, c'est-à-dire, je veux pas être perçu comme un douche, j'enlève les montres. Mais je suis très bretelle aussi. Parce que premièrement, c'est utile, encore une fois, pas tout ramener au poids, mais Mm. quand t'as un ventre, ben, les ceintures, tout ça, ça finit toujours par aller en dessous de ton ventre. Tandis que la bretelle maintient ton pantalon en place, peu importe les intempéries, peu importe les positions, peu importe les mouvements chorégraphiques. Fait que ça, je trouve ça très utile d'abord et je trouve que c'est un bel accessoire parce que il y a différentes matières, il y a différentes couleurs, il y a différentes textures. Donc, je trouve que ça peut mettre un beau punch, tu sais. Puis justement, quand tu es habillé, quand tu te pompettes un peu, puis quand tu te pomponnes, pardon, ben là, tu enlèves ton veston, puis tu as une Ouais. autre surprise derrière. Ben Une oui, petite c'est un bretelle. accessoire, mais qui aujourd'hui est plus du tout utilisé ou presque, sauf dans des moments justement où tu te mets en scène toi-même. Parce que l'histoire des bretelles, c'est assez drôle. Parce que si on regarde, puis tu as bien fait de le dire, au départ c'était fonctionnel. Ça servait justement à tenir les pantalons parce que c'était fait dans un gros tissu. On en avait des bretelles qui étaient en tissu. Ça, c'était pour les gens pauvres. Pour les gens riches, les bourgeois notamment, c'était des espèces de bretelles en cuir. Fait que juste d'après le matériau, tu sais très bien à quelle catégorie, à quelle classe sociale t'appartiens. Sauf que quand ça va arriver au 20e siècle environ, on va laisser tomber les bretelles pour la ceinture beaucoup plus usuelle. Puis en plus, c'est drôle que tu parles de la ceinture parce que quand on a justement essayé de mesurer et de peser les gens, le premier vecteur, le premier élément utilisé pour déterminer la taille de quelqu'un, c'était la ceinture. Tu le sais, là, quand on grossit ou on maigrit, c'est la ceinture. Est-ce qu'on la ramène vers nous avec des trous moins ou des trous plus? Ben, c'est ça qui va déterminer qu'on a grossi ou maigri. Ça, c'est au 18e siècle. Si t'as pas de balance, là, j'avoue que le trou de la ceinture, ça reste un bon étalon à savoir où tu es à peu près dans ta Ben oui, décadence. puis les balances n'existaient pas au Moyen Âge, puis encore moins à l'époque moderne. C'est vraiment avec la révolution industrielle, puis plus encore l'individualisation du poids qu'on As-tu va avalé une utiliser. mouche, Laurent? C'est la mouche de Mike Pence qui m'est passée dans la bouche. As-tu quelqu'un pour te faire le Heimlich? Toi, les bretelles que tu utilises, en fait, ça a été fondé au 19e siècle parce qu'on a inventé le système des boutons pression, puis là, tranquillement, c'est devenu très général. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on n'en a plus vraiment besoin. C'est vraiment la ceinture qui est passée de mode partout. Mais moi, je me dis toujours qu'on reconnaît qu'un homme est extrêmement prudent quand il porte deux choses. Une ceinture plus des bretelles. Ça veut dire que tu es sûr que tu veux pas perdre tes pantalons. T'es gentil dans le terme prudent parce que, tu sais, je veux dire, pour moi, quelqu'un qui met et des ceintures et des bretelles, là, on n'est pas loin du control freak, là, un peu, là. Tu sais, tu sais, la prudence à l'extrême, ça peut devenir une toque aussi, là. Mais je te relance sur ce que tu dis par rapport à, bon, c'était quelque chose d'utilitaire et c'est devenu après ça un accessoire mode, mais, tu sais, si on remonte là, au début, là, quand est-ce qu'à peu près le, le vêtement est devenu. Tu sais, quand est-ce que l'homme des cavernes s'est dit Hey, sais-tu quoi? Si je mets ce top-là ma, avec ma petite culotte de trip de gnou ou de mammouth, c'est peut-être coquet, tu sais. Quand est-ce qu'on est passé de l'utile au coquet à peu près? C'est-tu répertorié, ça? Ben, C'est-tu. un débat que les historiens n'arrivent pas à trancher, c'est qu'à partir de quand le fonctionnel est délaissé pour aller vers le superflu. Puis tu sais, Ouais. dans la mode, on dit souvent rien n'est plus nécessaire que le superflu. Entre toi puis moi, là, en ce moment, tu es à l'intérieur puis tu portes une tuque. As-tu besoin de ta tuque ou c'est pour ton style? C'est parce que si tu me voyais pas de tuque, probablement que tu dirais t'as besoin de ta tuque. Mais exactement, tu sais, c'est juste pour Ouais. contenir un peu ma touffe qui présentement est incontrôlable. Puis je me suis dit, je sais que Laurent, il va être beau, il va être peigné de façon impeccable. Fait que tu sais, je sais en même temps qu'on est en split screen, donc les gens nous comparent constamment. Je ne vais pas être comme celui qui te fait sentir comme Brad Pitt non plus, tu sais. T'es bien fin, Antoine, t'es bien fin. Mais tu sais, ça révèle quand même quelque chose. Puis tu sais, pour répondre plus précisément à ta question, c'est que vraiment, quand on délaisse le fonctionnel pour aller au superflu, c'est que
on va prendre un exemple. Tu sais, le fameux foulard autour du cou qu'on portait, là, ben, Mhm. on retrouve dans l'Empire chinois, c'est au 3e siècle avant Jésus-Christ, ça fait très, très, très longtemps. Les soldats À portaient l'époque une... des dinosaures. Non, pas Ah, vraiment! je l'ai essayé. On va refaire un petit cours de préhistoire après. C'est que les soldats chinois portaient une espèce de nœud en soie, puis on se dit, mais pourquoi ils portaient ça? Ben, pour se protéger du froid. Puis avec le temps, on va se dire, hey, c'est pas lettre. Puis de plus en plus de Ouais. soldats vont commencer à le porter. Il y en a d'autres qui vont s'en servir comme mouchoir. Fait qu'encore une fois, on a un mélange entre le superflu et le nécessaire. Puis ça va évoluer. Ça va donner ce qu'on connaît aujourd'hui de la cravate. La cravate, c'est une histoire assez intéressante. Je sais que tu es un fan de cravate. T'en as combien chez toi? Écoute, mais je veux dire, j'en ai aussi en garde partagée avec mes ex, mais si on les répertorie toutes, là, je sais pas, je dois avoir à peu près une cinquantaine de cravates. Ok, donc t'es un grand fan de cravate. Ouais, puis, tu sais, je mets toujours les trois mêmes, c'est ça qui est C'est terrible, là. ça. Ouais. Mais l'histoire des cravates, c'est assez drôle parce que on se demande comment ça se fait que les hommes ont ce petit bout qui, entre toi et moi, là, ne sert absolument à rien. On parle-tu encore de la cravate? Ben oui, on parle de... Ou de l'appendice, pour ceux Oui, qui, tout à fait, tout à fait. Ben moi, je l'ai ceux plus, qui donc... pensent mal, là, ouais. Ben, en fait, l'histoire de la cravate, c'est assez drôle parce que c'était à l'époque de Louis XIV, au 17e siècle. Louis XIV engage des mercenaires croates. À Et l'époque des dinosaures. tout à fait, c'est Yes! toujours Bon, je ça. savais que je tomberais dessus. Donc, Il engage des mercenaires, excuse-moi. il engage des mercenaires croates pour venir en France au 17e siècle, donc l'époque de Louis XIV. Et les Croates, c'est les Hrvats. C'est comme ça qu'on les appelle à l'époque. Et ils Ah, portent une espèce de fichu rouge pour ce qu'on va appeler éventuellement une cravate, parce que Hrvat, on va les appeler ça revates. une Hrvat, une cravate. Donc, le fameux jabot, tu sais, qu'on Excuse-moi, connaît, l'espèce de... tu m'as craché dans l'œil, là. Cravate, cravate. Et ça va peu à peu changer. On va changer le jabot pour l'espèce de petit fichu qui va prendre le nom de cravate. Et Louis XIV va même avoir un cravatier royal qui s'occupe de choisir ses cravates. Donc toi, si tu avais eu un cravatier royal avec tes 50 cravates, tu n'aurais pas eu le loisir de prendre tout le temps les trois mêmes. Il t'aurait agencé ça de manière Le styliste de symbolique. l'époque. Oui, c'est le Mais styliste de l'époque. la cravate de Louis XIV devait pas ressembler à la cravate de Donald Trump. Non, pas du tout, pas du tout. Disons que C'était plus un morceau de tissu, quoi, qui tombait comme ça. Oui, oui, un morceau de tissu qui tombe et qui est simplement noué en haut, mais dont on change les couleurs, on ajoute de la dentelle, on peut mettre un peu de dorure aussi. Mais celle que toi, tu connais puis que tu as chez toi, la fameuse cravate en triangle, c'est en 1924. C'est un cravatier à New York, Langdorf, qui lui va se dire, hey, on va tailler ça en 3 pièces, ça va être plus simple puis plus cohérent pour les hommes. Parce que le but, c'est de carrément donner une silhouette bien taillée. Puis la cravate, le fait qu'elle soit taillée puis pas un peu n'importe comment, mais ça Mhm. donne du style. Puis c'est à partir de ce moment-là, à partir des années 20, que là, la cravate telle qu'on la connaît aujourd'hui va se populariser. Après ça, ça va se transformer. Tu sais, la petite cravate slim là, qu'on va utiliser, les cravates en cuir. Ouais, Ben, la Mad Men un peu. exactement. Elle a eu différentes largeurs. Tu sais, tu regardes dans du tac au tac, là, tu sais, les Ouais. cravates étaient courtes et larges, là. Tu sais, Avec des nœuds énormes aussi, des doubles Windsor. Toi, ouais, maîtrises-tu double le nœud Windsor. papillon? Pourquoi on appelle ça un Windsor, d'ailleurs? Sais-tu pourquoi? Hey, Ça... je le sais pas, je le sais pas. Peut-être que c'est en lien avec le château de Windsor. Hey, Antoine, come on, c'est sûr C'est que tu sûr vas qu'il me doit y avoir un lien pogner. avec le château de Windsor, là, Ok, ben je vais aller regarder ça, je vais te revenir parce qu'il me semble qu'il y a du matériel là-dedans là, à travailler, mais vraiment. tu sais, admettons, là, excuse-moi, je te ramène toujours loin, 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 mais Go. tu sais, dans la nature, là, les mâles, avais-tu ton sous-vert avec? Oui. Dans la nature, les mâles, les animaux ont toujours plus de couleurs. Tu sais. Ouais. La femelle est toujours plus dans des tons sobres, puis tout ça. Puis pourquoi l'humain, c'est l'inverse? Sais-tu T'es-tu pourquoi ça? sûr que c'est si l'inverse que ça? Parce que, tu sais, on dit souvent qu'on est une construction sociale, mais on est aussi une construction historique. Je vais te prendre juste une époque, le 18e siècle, l'époque des philosophes Voltaire, Diderot, etc., Jean-Jacques Rousseau. Eh bien, Mhm. eux, si tu regardes leurs habits, c'est des habits pastels, du rose, du bleu, du jaune, à n'en plus finir de la dentelle. Les hommes se maquillent, se mettent
justement des couleurs sur les ongles partout. Puis finalement, c'est un arc-en-ciel à n'en plus finir le Ouais. 18e siècle, sauf qu'il va arriver le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Puis là, on va imposer le noir. Les hommes portent des complets noirs, ce qui va donner éventuellement le tuxedo que tu portes, je sais, et que tu aimes énormément. Eh bien, pourquoi on porte du noir? Parce qu'on veut imposer l'espèce de capacité de dire que tout le monde est pareil et que l'échange économique que l'on va faire ne sera pas jugé sur notre capacité à avoir de l'argent ou non, mais à avoir une décence vestimentaire. Donc, on est tous pareils, un peu comme un uniforme, et le fait Ouais. d'être tous pareils, on ne se juge pas en fonction de la classe sociale. Sauf comme toi puis moi, là, celui qui est capable de se payer un complet à 4000 pièces versus celui qui va s'acheter un complet à 2 pièces usagé, tu vois tout de suite dans la qualité du tissu. Donc, Même si les deux sont noirs, ouais. Mais est-ce que ça rapporte donc aussi avec le côté industriel, c'est-à-dire que l'individualisme est un peu mis de côté, puis tout le monde, tu sais, on pense en masse, on produit en masse, puis on... ben, c'est exactement ça, parce qu'on est dans un siècle où l'homme et l'ouvrier est remplaçable. Puis tu sais, quand on dit que c'est un uniforme qu'on porte, ben, ça devient uniformisé, justement. Mhm. Et Mhm. on enlève l'individu pour dire tuer simplement une pièce dans la grande machine qui nous permet de produire. Fait que Ouais. c'est une métaphore extrêmement puissante. Puis tu sais, pour les codes vestimentaires, je sais que tu tournes quand même beaucoup en France et il y a un style vestimentaire qui est assez impressionnant, ce qu'on appelle le bleu de travail. As-tu déjà vu ça, Mhm. le bleu de travail? Tu sais, Ben, tout... j'ai passé ma vie en bleu de travail, ben, 20 ans de ma vie à faire le ménage dans des chenils puis à dresser des chiens parce que ce qu'on appelle ici la chienne un peu, là. Oui, oui, oui. La chienne de travail qui est intachable, tu sais, justement, là, pour les travaux lourds, là, puis les mécaniciens portent Ouais. ça aussi, ouais. Ben, c'est impressionnant parce que ça a été la couleur, elle a été inventée à la fin du 18e siècle en Prusse, puis c'est une couleur qui coûtait absolument pas cher. Donc OK. les gens se sont dit hey, ça coûte pas cher, puis en plus c'est tu peux tâcher, tu peux le détruire, Ouais. ça, c'est confortable, c'est sécuritaire et ça coûte pas cher. Donc, les industriels vont se dire, hey, on va acheter ça massivement pour nos ouvriers. Puis, ça fait comme justement un uniforme qui va être utilisé pour tout le monde. Puis, la composition de ce bleu de Prusse-là va être secret pendant des années, un peu comme la recette du Coca-Cola, là, même si aujourd'hui on la connaît très bien, la recette, là, quoi qu'ils disent que c'est secret. Mais ça va se généraliser, puis ça va devenir carrément le symbole de l'ouvrier que d'avoir un bleu de travail, puis ça catégorise les gens. Tu sais, on est dans une société hiérarchique et inégalitaire, quoi qu'on le dise, puis que de porter ce vêtement-là, ça peut être aussi une forme de communautarisme. On est tous ensemble, mais ça t'associe très vite à la classe populaire. De la même manière que toi, quand tu es arrivé au conservatoire, tu dis je voulais qu'on sache que je vienne de la campagne. Ben, c'était ton bleu de travail que tu portais qui envoyait le message. Tu sais, on présente souvent le vêtement comme un fait social total. Ça veut Mhm. dire, ça encapsule tout ce que tu es, puis ça code ce que tu veux envoyer comme message. Mais historiquement, je suis pas allé au conservatoire, je suis allé à Saint-Hyacinthe, fait que je suis parti de la campagne pour aller vers la campagne. J'aime ça que tu utilises l'expression historiquement. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais Je sais pas où j'ai pris ça. historiquement, une nappe, ça servait à s'essuyer. J'ai appris ça à un moment donné que, je sais pas, j'étais à la Coupe Rogers dans un dîner VIP, puis tout d'un coup, je vois un beau blond un peu chaudasse en train de s'essuyer avec la nappe devant Raphaël Nadal. Puis là, tout le monde le regardait un peu. Il y a même Djokovic qui a fait, mais sécurité, sécurité. Et le beau blond s'est relevé puis a dit, mais historiquement, ça sert à ça, une nappe. Ma Mais blonde bon, me pardonne toujours pas cette... je pense qu'il a dit ça en se faisant sortir par une clé de bras, par quelqu'un qui portait un bleu de travail. Mais pourquoi, pendant qu'on est dans les Ouais. uniformes, pourquoi il y a certains corps de métier qui sont plus lousses, puis qu'il y en a d'autres où c'est imposé? Tu sais, pourquoi, mettons, un band de rock a le droit de jouer en jeans, tout ça, alors que l'orchestre symphonique sont habillés en pingouin? Dans certains cas, c'est souvent des corporations qui ont géré les métiers. C'est-à-dire que pour devenir, je sais pas moi, ouvrier en bâtiment ou pour devenir, je sais pas, charpentier en Europe, ben, il fallait que tu entres dans une corporation. C'est-à-dire, Ah, c'était les les règles du compagnons. métier
Compagnons, exactement. Et tu faisais un Tour de France. Tu sais, le Tour de France cycliste, là, en fait, c'était Ouais. les compagnons qui se promenaient de ville en France pour apprendre leur métier. À la suite de quoi, ils devaient produire devant la corporation ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Ce qu'ils étaient capables de faire de mieux, puis ils le présentaient Mhm. pour voir s'ils pouvaient entrer dans la corporation. Donc, ça a tout été réglé, puis peu à peu, il y a des styles vestimentaires qui vont être associés à ça. Pour les avocats, la toge, c'est un peu la même chose. Pour les bibliothécaires, comme il n'y a pas eu de corporation comme telle, ben, on les a laissés libres de faire ce qu'ils veulent. Pour les chanteurs, par exemple, si c'était Caïn, ben là, c'est justement utiliser les vêtements de tous les jours ou encore des vêtements qui clashent carrément pour sortir de l'ordinaire. Mais le jean, c'est assez intéressant comme histoire. J'imagine, t'en as des jeans? T'as pas de jeans? Aucun. C'est une farce, je voulais juste savoir qu'est-ce que tu ferais avec ça. Tu sais, si tu continuerais avec le thème en m'entendant ou si tu continuerais tel un train. Non, mais le jeans, c'est drôle que tu en parles parce que tu as été devancé par Julie Dupage hier à Salut Bonjour. Je Raconte-moi, m'excuse. qu'est-ce Je t'ai qu'elle a trompé avec dit? On Julie va voir. Dupage. Ben, j'écoutais Salut Ouais. Bonjour hier, puis là, tout d'un coup, chronique de Julie Dupage sur le jeans. Puis là, je dis, ah, mon Dieu, demain, je parle avec Laurent sur la mode masculine. Fait que j'ai pris des notes. Tu as été out-historied par Julie Dupage. Ah oui, vas-y, on va en rajouter ou on va compléter ou inverser la J'ai tendance. comme l'impression que tu risques d'en rajouter. C'est étonnant, mais dans une chronique de 3 minutes et demie à Salut Bonjour, on n'a pas fait le tour du jeans. Ben, jeans qui vient de la ville de Gênes. En partie, OK? c'est pas pire. Pète pas ma bulle. J'ai rien dit encore, j'ai dit en partie, j'ai pas invalidé. Ensuite de ça, qui est un tissu qui vient de Gênes, et puis après ça, que la ville de Nîmes s'est approprié. De Nîmes. Le vois-tu, de Nîmes? De nain, De, de nain. de nain. Historiquement, du jeans, là, c'est que, bon, c'est un vêtement de travail, Ouais. puis qui tient par lui-même les premières versions. Il n'était pas obligé d'avoir quelqu'un dedans pour qu'il tienne debout. C'est ce que Julie m'a appris. Oui, c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'histoires là-dedans. C'est vrai que la toile de Nîmes, qui donc a donné le Denain, était teint avec du bleu de Gênes, Blu di Genova en italien. C'est ça l'histoire. Ah, Sauf que oui. ça, c'est un Le peu tissu venait de Nîmes, mais la teinture venait d'Italie. exactement. Sauf que quand on remonte encore plus loin, là, on est à peu près au 18e, 19e siècle, on peut remonter au Moyen Âge où, en fait, c'était exporté dans le port de Gênes vers l'étranger, vers l'Angleterre, puis on retrouve la dénomination Jean ou Jeanne dans les registres des ports de Londres, du port de Londres. Ce qui veut dire finalement que le mot existait avant la fameuse grande transformation que tu viens d'évoquer. Mais pour terminer l'histoire du jeans, c'est vraiment Ah. en Californie que ça va lever. C'est avec Levi Strauss, un juif bavarois immigré aux États-Unis qui va s'installer à San Francisco, qui va le généraliser et ça va devenir le symbole du cowboy qui va être repris dans le cinéma après ça. C'est avec des gens comme John Wayne, Gary Cooper, Marlon Brando, James Dean qui vont le généraliser, qui va faire justement que ça va être le symbole par excellence un peu du rebelle, mais qui est quand même Ouais. conforme malgré tout. Tu sais, on dit souvent que dans la mode, le meilleur moyen de se distinguer, c'est de le faire dans la conformité. C'est-à-dire, il faut que tu sois conforme au modèle attendu, mais avec des Mhm. minuscules objets de distinction qui ne t'éloignent Ouais. pas carrément du modèle attendu. De la même manière que ce que tu me disais au départ, dis-moi ce que j'aime, c'est les petits C'est comme détails qui me permettent de me distinguer. je Mais vais tu ne vas bien, pas là. arriver en sadomaso au prochain Gémeaux avec des boutons de manchette bien différents. C'est que non, tu vas avoir complet cravate. C'est pas un défi que je suis en train de te lancer. Je vais être en complet cravate, mais avec des boutons de manchette de type sadomaso, embarbelés. Laurent, avant de finir, j'aimerais quand même ça qu'on parle de bobette parce que c'est ce sous-vêtement-là, là, quand est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, est-ce que l'homme des cavernes devant le Tricératops s'est dit « Hey, ça me prend de quoi pour me cacher à la corne parce que je fais pas le poids? » La fameuse troisième corne du Oh. Tricératops. Mais ça vient d'où? C'est parti d'où? Ben,
C'est assez intéressant parce que si tu remontes dans l'histoire, on s'en est servi justement pour cacher ce qui était exposé et qui risquait de faire mal si on en avait un coup, qui réagissait fortement aux variations climatiques. Le chaud, le froid, on le voit très vite. Oui, pour se protéger. Tu sais, au Moyen-Âge, ça va être les maillots de corps qu'on va utiliser. Après ça, ça va être une espèce de tissu qu'on va rembourrer. Parce que, je ne sais pas si tu as déjà vu des peintures de la Renaissance. C'est celle d'Henri VIII, où il est de pied en cap, puis on le voit là, avec une grosse braguette au niveau du sexe. Ben ça, c'était pour cacher justement l'appareil reproductif masculin. Tu as vu que je fais plein de mots pour ne pas parler de la chose. Et plus ça va être gros, plus ça va être un symbole de virilité. Donc, tu vas avoir des parties extrêmement rembourrées. Tu sais, c'est l'inverse du commando. Mais tel qu'on les connaît, nous, actuellement, les fameuses bobettes, là, ben, donc, ça va attends, les gens, même dans l'époque d'Henri VIII, les gens mettaient une braguette ça de longue, juste pour dire j'ai besoin de ça pour la sortir. Mais tu sais, c'était pas une braguette avec fermeture éclair, c'était carrément comme un coq, comme un moule. Un moule sexe, on va dire comme ça, renforcé. Comme Bruno Pelletier dans Dracula, là. Une espèce de... Tu sais, elle a son propre spot, ma poche, là. C'était comme quelque chose qui ressemblerait un peu quoi, à un jackstrap ou Exactement, le jackstrap à la fin du 19e siècle qui avait été inventé pour les sportifs américains pour tenir justement le membre brinque-ballant qui empêchait les hommes de bien profiter de leur sport comme il se doit. Puis c'est là que les bobettes vont connaître un essor phénoménal avec le sport, mais tel qu'on les connaît actuellement, ça va surtout être dans la seconde moitié du 19e siècle avec l'invention des boxeurs. Puis un de ceux qui va révolutionner la manière de les porter, ça va être Calvin Klein dans les années 70-80, qui lui va mettre son nom sur le haut justement des boxeurs. Puis comme les fibres sont beaucoup plus synthétiques, ça devient moulant. Puis là va s'en suivre la mode. Ma mère avait pensé, parce que moi, ma mère, elle mettait mon nom juste au-dessus de mon boxer aussi. Elle n'a pas fait des milliards avec ça, mais peut-être que Calvin y a volé l'idée. Laurent, quand on dit il s'est mis sur son 36 ou sur son 31, d'abord, c'est-tu 36 ou c'est 31? Où on fait un entre-deux, puis il est sur son... Attends, laisse-moi le calculer vite. J'en ai... chez le voisin. Il est sur son 48. Oui, on peut dire aussi sur son 67, si on cumule les deux. Ça commence à faire beaucoup. C'est un tuxedo, plus des cravates, plus un nœud papillon, plus un bouton de manchette. C'est un petit peu n'importe quoi. Je n'étais pas supposé parler de chiffres. Être sur son 36, c'est au Canada qu'on le dit beaucoup. Être sur son 31, c'est en France. Mais en fait, là, je pense, je suis désolé, je vais te décevoir. On ne le sait pas. On ne sait pas c'est quoi l'origine exacte. Pour le 31, on dit que on se mettrait beau pour le 31 du mois. Puis comme ça arrive juste 7 fois par an, ben c'est pas souvent que ça arrive. Donc, d'autres vont dire encore que c'est une espèce de tissu qui s'appelait le trentin au Moyen-Âge, puis que ça aurait une déformation pour mener en 31. Je me mets sur mon trentin, donc je m'habille beau, je me mets sur mon 31. C'est vrai qu'en France, ça peut ressembler. Mais pour le 36, on n'en a aucune espèce d'idée. Il y en a qui pensent qu'on mettait des habits neufs, puis que 4 fois 9, ça ferait 36. J'ai jamais compris pourquoi on disait ça. C'est un petit peu tiré par les cheveux, le capillotracté, comme on dit aussi dans le métier. Mais en réalité, on le sait pas. C'est décevant, hein? Je t'avais eu avec les boxeurs, puis je te perds avec ça. Non, mais il y a des hypothèses. Puis moi, ce que je trouve beau dans ça, c'est de voir le chemin que vous, les historiens, vous faites. C'est-à-dire que vous passez... Tu sais, là, on est rendu 36, c'est quoi? OK, 9, OK, on est parti de 9, on met des habits neufs. Tu sais, je veux dire, quand même, là, vous avez beaucoup de temps libre. Antoine Bertrand, un mot en terminant? Excuse-moi, tu me parlais dessus? Antoine Bertrand, grand fan de mode masculine, merci d'être venu à Fan d'Histoire. J'espère que ça t'a servi un peu. C'est juste plate parce que je peux pas voir personne pour les 14 prochains jours. Donc, tu sais, j'ai tout ce savoir-là et j'ai personne à qui le donner. Un balado Radio-Canada audio.